Eh bien, merci Jean, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, j'avais un sujet qui est en fait, à cette heure tardive, un sujet qui synthétise un peu la journée. Le sujet, c'est les enjeux de la réparation du dommage corporel. Alors, enjeu de la réparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'on a eu une vie qui était brisée. Cette vie, on sait que peut-être on ne pourra pas la reconstruire telle qu'elle était avant. On en a à peu près l'intuition. Et il va y avoir à un moment donné un processus qui peut être un processus de solidarité ou un processus assurantiel. Ce n'est pas tout à fait la même chose puisque le processus de solidarité est forfaitaire, le processus assurantiel n'est pas forfaitaire, qui sont censés aider, je dirais aider, parce que comment aider à prendre en charge financièrement certaines difficultés de la vie pour que la vie puisse se reconstruire un peu moins difficilement. Autrement dit, vous voyez, quand on parle de grands principes et de principes de réparation intégrale, il faut savoir de quoi on parle. Bien entendu, on ne répare jamais quelque chose qui est une atteinte au corps ou une atteinte, en fait, en plus à l'identité, mais l'on donne des moyens financiers pour essayer de faire repartir une histoire qui a été brisée. Et je crois que c'est sous cet angle-là qu'il faut le voir lorsqu'on parle de réparation intégrale. Il ne faut pas se méprendre sur le mot réparation intégrale. Moi, il y a une phrase de Destaïa que j'aime bien, qui est psychiatre à Bordeaux, qui dit souvent « on répare une bagnole, on ne répare pas un être humain ». Je crois que c'est la vérité, bien entendu. Mais les juristes, eux, ont l'outrecuidance d'utiliser ce terme. Donc, pas de méprise sur le mot réparable. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on répare? Souvent, effectivement, si on limitait le mot réparation à la réparation de la lésion, on dirait que c'est un non-sens. Bien entendu, s'il s'agit de retrouver, en fait, une vie la moins difficile possible, il ne s'agit pas de réparer de la lésion, on ne répare pas l'atteinte à un corps, d'ailleurs tout simplement parce que le corps est hors du dommage corporel, est hors du dommage en fait, est hors du dommage indemnisable en soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre un corps, ça n'existe plus ça. Et donc, bien entendu, on ne peut pas dire que tel organe a telle valeur, sinon d'ailleurs ça serait facile pour les inspecteurs régleurs. Donc en réalité, ce qu'on répare, c'est les conséquences de l'atteinte à ce corps, et c'est donc du handicap. Comment se traduit l'interaction entre ce corps et son environnement? Et c'est là justement que le rôle de l'ergothérapie situationnelle est fondamental, puisqu'on voit bien que si dans le processus de réparation, on indemnise, entre autres et surtout principalement, les difficultés à interagir avec un environnement, eh bien, on répare bien, non pas la lésion, mais plutôt du handicap. Ensuite, il y a aussi, à mon avis, dans les enjeux de la réparation du dommage corporel, un point qui me semble extrêmement important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant longtemps, on est resté, je parle des années 50, des années 60 et même 70, on est resté avec une philosophie qui était de dire finalement, je vais vous donner un barème. Une névrose post-traumatique, ça vaut tant. Une lésion cérébrale avec un syndrome frontal, ça vaut tant. Et on est tout content, on a un chiffre en face de cette lésion. Bon, on sait qu'à partir du moment où on répare du handicap, déjà, c'est un raisonnement qui est un peu ébranlé, même beaucoup. Mais aussi, entre-temps, la législation internationale a évolué. Les droits fondamentaux, qui étaient les droits fondamentaux généraux, ont évolué et se sont tournés vers une personnalisation vers les victimes en situation de handicap. Et a émergé un droit qui était en fait, existait déjà, qui était émergent, mais qui était en train de se concrétiser, qui est un droit à la citoyenneté, mais un droit à la citoyenneté consacré en particulier aux personnes en situation de handicap. On verra aussi comment il peut se décliner et comment, en fait, il y a une sorte de télescopage entre, d'un côté, la classification internationale du fonctionnement et du handicap, dont on vous a parlé, et de l'autre, la Convention internationale du 30 mars 2007, qui est quand même un pilier, aujourd'hui, du droit à la réparation. Alors, le principe de réparation intégrale, moi, j'avais eu la curiosité d'acheter une des rares thèses de doctorat qui a été faite sur la réparation intégrale. Elle n'est plus éditée, mais elle est très intéressante. Elle fait 1500 pages, et c'est une thèse qui explique comment, dès le départ, dans l'Antiquité déjà, le droit à réparation intégrale existe. Autrement dit, pour ceux qui aujourd'hui, au XXIe siècle, auraient, je dirais, l'idée dans la tête de remettre en question le principe de réparation intégrale, à mon sens, ça va être un peu difficile parce qu'il y a quand même une légitimité historique. La définition du principe de réparation intégrale, c'est une définition assez simple, peut-être dirais-je même simpliste, qui est la suivante. Donner les moyens financiers pour que la victime soit replacée dans une situation telle qu'elle soit la plus proche possible de la situation qui était la sienne si le dommage ne s'était pas produit. Bien entendu, il s'agit bien de donner des moyens financiers pour replacer dans une situation telle que, mais le dommage s'est produit et donc on ne replacera jamais dans la situation antérieure. En octobre 1954, la Cour de cassation rappelle le principe
Et en 82, le Conseil constitutionnel en fait un des principes fondamentaux de notre droit, en rappelant aussi qu'il y a eu entre-temps une résolution du Conseil de l'Europe, le 14 mars 1975, qui rappelait ce qu'était ce principe. Étant rappelé aussi, et je crois que c'est important de le rappeler, qu'il ne faut pas confondre le dommage et le préjudice. Le dommage, c'est le fait lui-même, et le préjudice, c'est sa traduction, ce sont les conséquences. Vous voyez que là, véritablement, on est bien dans la distinction entre la lésion et le handicap, et que donc ce qu'on indemnise, c'est bien un préjudice. Exemple de déclinaison de ce principe de réparation intégrale, un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2008. La Cour d'appel avait constaté que dans le rapport d'expertise médicale, l'aggravation de l'État, suite à une expertise en aggravation, était totalement minime. C'était une simple aggravation de 3%. À part que cette aggravation de 3%, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et que, à la suite de cette aggravation de 3%, eh bien, la personne avait perdu son emploi. La Cour d'appel dit, mais attendez, 3% c'est minime, vous n'allez quand même pas demander le préjudice professionnel qui résulte de la perte de l'emploi, parce qu'en fait, il y a eu une aggravation aussi faible de 3%. Et la Cour de cassation répond que la Cour d'appel s'est totalement trompée, qu'en réalité, si l'aggravation, si minime soit-elle de 3%, a provoqué la perte de l'emploi, eh bien, le droit à réparation intégrale implique que la perte de l'emploi soit intégralement indemnisée. À côté de ce principe de réparation intégrale, il y a un deuxième principe qui me semble très important, c'est la promotion de l'idée citoyenneté. La promotion de l'idée citoyenneté qui, quand même, depuis la loi du 11 février 2005, qui est une loi fondamentale en France, et puis aussi à travers la Convention du 30 mars 2007, est une idée qui a rappelé ce qu'était la nécessité d'avoir accès aux droits fondamentaux pour les personnes en situation de handicap, et a rappelé aussi que nul ne pouvant être privé de sa citoyenneté, le fait de devenir sujet de droit conduisait forcément dans une société à bénéficier de ce concept, celui de citoyenneté, et qu'on ne pouvait pas non plus avoir des personnes qui étaient ce qu'on aurait pu appeler en fait des sous-citoyens, des personnes qui auraient eu moins de droits que les autres, et en particulier les personnes en situation de handicap, eh bien, pour les rétablir dans leur droit à la citoyenneté, il fallait leur donner les moyens de ce rétablissement dans les droits, et donc il fallait instaurer une philosophie de la compensation. Avec l'idée aussi, et je crois que c'est important, que la solidarité n'est pas une charité, qu'on ne peut pas dire à une personne en situation de fragilité quand même, mais tout ce qu'on vous donne, c'est beaucoup, mais qu'en réalité, la solidarité, c'est le pivot d'une société qui rend compte d'une appartenance commune des citoyens à cette société. Et donc, c'est quelque chose d'important. En même temps, depuis 1945, en France, et je crois que c'est important pour apprécier les enjeux de la réparation du préjudice corporel, et aux Nations Unies, les droits fondamentaux ont évolué. On sortait de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, on disait plus jamais ça, et donc on pensait quelque part qu'il fallait défendre le respect de l'être humain, et surtout le respect de quelque chose de miraculeux dans chaque être humain, qui est l'unicité de chacun. Et donc, vous voyez, en 1945, dans la Charte des Nations Unies, il y avait déjà la notion de dignité, d'égalité des droits, et surtout de valeur de la personne humaine. La valeur de la personne humaine, c'est, quand on dit ça, c'est pas seulement la valeur de la personne humaine en soi, c'est la valeur de l'unicité de cette personne-là, de cet individu-là, et lui seul. C'est pas le clone de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut que ça rentre dans les consciences, en ce sens que même si l'individu n'est pas performant, il a autant de valeur que l'individu dit performant qui est à côté de lui. Et ça fait partie du concept de dignité. Et donc, en 1948, en découle l'idée que finalement, les droits économiques, sociaux, culturels sont indispensables à la dignité, c'est-à-dire au respect de cette valeur humaine. On va dire que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. Et puis en 1975, on va écrire une première déclaration des droits des personnes handicapées avec, et c'est important, le droit à l'intégration à la vie sociale, à avoir une vie décente, à être protégé des discriminations, le droit à avoir une occupation. Vous voyez qu'on est déjà un peu dans la philosophie de la loi de 2005, avec une conférence en 1996 qui rebondit là-dessus. Évidemment, toutes ces valeurs, qui sont des valeurs universelles, expliquent quels sont les enjeux du droit à la réparation aujourd'hui. Aujourd'hui, on est loin de ce que l'on pensait dans les années 50, qui était de dire on va indemniser de la lésion avec un pourcentage qui nous satisfait intellectuellement, ce qui était un bricolage et une forfaitisation totale, bien entendu. En réalité, on est dans une définition du handicap qui renvoie aux valeurs fondamentales de notre société. Et c'est pour ça que le principe de réparation intégrale, dont on vous a décliné plusieurs outils aujourd'hui, on parle de la nomenclature d'Intillac, on peut parler de la mission vieux, etc.
mais que ce principe est intéressant, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'argent pour de l'argent, il s'agit d'argent qui va permettre à quelqu'un de retrouver sa dignité, son unicité d'individu et sa capacité à participer à la société. Et donc, on rappelle effectivement que la citoyenneté, c'est 3 valeurs, c'est la notion de reconnaissance mutuelle et de tolérance entre des individus, le civisme, c'est-à-dire que ces individus aient conscience de leurs devoirs, et puis la solidarité, que cette société ne soit pas composée d'individus juxtaposés. Et donc les valeurs aboutissent à une définition commune de l'idée de citoyenneté, ce qui est important pour la réparation, puisque finalement ce qui fait le citoyen, c'est l'intensité et la fréquence de sa participation dans la vie de la cité. Et que donc pour être un individu et retrouver ses droits à égalité avec les autres, il faut que j'ai la capacité à participer à la vie de la cité. N'oublions pas quand même que quand on plaide sur de la tierce personne, souvent, quand on plaide sur de l'aide humaine, on nous dit oui mais attendez, l'aide humaine pour les actes élémentaires, bien sûr, mais n'allez quand même pas me demander de l'aide humaine pour aller au cinéma, c'est un loisir futile, à part que, quand on dit ça de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on dit qu'une personne en situation de handicap n'a pas droit de demander de l'aide humaine pour aller au cinéma, on considère que soit bien portant, on a le droit d'aller au cinéma, mais que celui qui est en situation de handicap n'a pas le droit d'y aller. C'est-à-dire qu'on le prive d'un accès à la culture, mais on le prive de manière totalement illégitime de cet accès à la culture, puisque les droits fondamentaux, tout ce qui a été écrit depuis 1945, c'était justement que chacun des membres de cette société ont les mêmes droits, y compris le droit d'aller au cinéma. Donc il n'y a pas de légitimité à priver un individu d'aller au cinéma parce qu'il est en situation de handicap. Et les textes internationaux qui font partie aujourd'hui du droit positif, en particulier la Convention du 30 mars 2007, qui est publiée au Journal officiel depuis avril 2010 en France et qui donc fait partie de notre droit au-dessus même des lois, eh bien, donne ce droit d'être indemnisé pour aller au cinéma, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'est un discours qui est difficile à tenir lorsque l'on est face à des payeurs, et croyez-moi, c'est aussi un discours qui est difficile à tenir parfois lorsqu'on est face à des magistrats, aussi étrange que cela puisse paraître, parce que intellectuellement, culturellement, il y a toujours cet arrière-plan, cette pensée en arrière-plan, où l'on pense que finalement, ceci est futile et que donc cela n'est pas raisonnable en termes de demande. Autrement dit, l'intégration dans la cité, c'est un enjeu fondamental de la réparation du dommage corporel. On est passé simplement d'une conception de la lésion qui avait une valeur à une conception de l'intégration dans la cité, du rétablissement dans les droits fondamentaux de la personne, qui elle aussi, eh bien, nécessite des moyens financiers. Vous voyez, derrière moi, il y a quelques textes. C'est 82, le programme destiné en fait à promouvoir la participation pleine et entière à la vie sociale, au développement et à l'égalité des personnes en situation de handicap. 87, la conférence de Stockholm, 93, la conférence de Vienne, exercer dans des conditions d'égalité tous les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, notamment en participant activement à tous les aspects de la vie sociale, ce sont des textes internationaux, ce sont des conventions internationales qui s'appliquent. En 95, pareil, en 96 aussi, et en 2000, un projet d'action vers une société pour tous, et pour que tous puissent être des citoyens à part entière. Alors évidemment, pour que tous ces droits qu'on vient d'évoquer puissent être exercés, encore faut-il que le handicap soit reconnu. Et donc, on l'a rappelé tout à l'heure, en France, en 2005, la loi du 11 février 2005, à travers un article qui est l'article 114 du Code de l'action sociale et des familles, reprend cette idée de restriction de participation à la vie en société, de limitation d'activité. C'est intéressant parce qu'on a enfin une définition du handicap comme rapport social dans sa globalité, étant rappelé qu'en même temps, tous les textes internationaux et les textes aussi nationaux avaient quand même dit que depuis 2002, que ce qui était important, c'était la place centrale de la personne dans l'élaboration du projet, qu'il fallait que soient respectés des principes comme le principe d'écoute de la personne, que ses besoins et aspirations soient pris en considération, que son projet de vie soit formulé par celle-ci, par la personne en situation de handicap et pas par quelqu'un d'autre, et qu'il fallait tenir compte des souhaits exprimés par la personne en situation de handicap. On voit bien là aussi que le sujet, la personne, doit rester au centre des préoccupations. Et donc une approche par les besoins qui est en train de se substituer progressivement à une approche par les taux d'incapacité. C'est extrêmement important au niveau de la logique, puisque souvent, dans les expertises, on a plutôt tendance à insister sur les taux
et même à dire parfois que suivant la cause du handicap, eh bien, le taux n'est pas le même, alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est que l'expertise vise à répondre aux besoins de la personne et que l'on vise à mettre en place, face à ces besoins, les mécanismes soit de compensation, soit de solidarité, soit d'indemnisation qui sont nécessaires. Alors, en résumé quoi? Eh bien, en résumé, au niveau des enjeux de la réparation, le plus important, c'est l'individualisation de la réponse sociale, et par réponse sociale, j'entends réponse organisée par la société, qu'il s'agisse du droit de l'indemnisation, de la pratique de l'indemnisation du dommage corporel, ou du droit de la prise en charge en termes de solidarité par la prestation de compensation dans les MDPH. Et on sait à ce sujet aujourd'hui que le référentiel utilisé, le GEVA par exemple, ne répond absolument pas aux problématiques rencontrées par les traumatisés crâniens. Et que par conséquent, aujourd'hui, on peut dire que la solidarité de la société est déficiente par rapport aux droits fondamentaux des personnes, par rapport aux textes internationaux, par rapport même aux principes affichés, qu'il s'agisse de la loi de 2005 ou de la Convention, parce que le GEVA est un outil d'évaluation qui n'est pas pertinent par rapport aux problématiques rencontrées par les traumatisés crâniens. La Convention internationale du 30 mars 2007 est validée et publiée au journal officiel en avril 2010. Elle fait donc partie de notre droit positif. Je dirais que finalement, dans les enjeux de la réparation intégrale, aujourd'hui, il y a 4 piliers. Le premier pilier, bien entendu, c'est la réparation elle-même, le principe d'intégralité de la réparation. Le deuxième, c'est de faire en sorte que la personne puisse être maintenue dans sa citoyenneté. Et ça, je crois que c'est très important. On doit organiser notre système de telle manière que la personne puisse être maintenue dans sa citoyenneté, au sens où l'entend la Convention du 30 mars 2007. Le troisième point, c'est le principe d'accès à tous les droits fondamentaux posés par les conventions. Et le quatrième point, c'est une méthodologie d'évaluation qui soit celle, en fait, du handicap et non de la lésion, c'est-à-dire la CIF. Dans la Convention du 30 mars 2007, celle-ci a rappelé que l'interaction avec les diverses barrières pouvait faire obstacle à une pleine et effective participation à la société pour les personnes en situation de handicap et qu'il fallait lever ces barrières de telle manière que ces personnes aient accès à la société sur la base de l'égalité avec les autres. La Convention rappelle également, bien entendu, le respect de la dignité intrinsèque des individus, le devoir pour la société d'organiser la pleine et légale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Quand même intéressant ça, parce que la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, n'oubliez pas par exemple une seule liberté qui vous semble évidente, c'est la liberté d'aller et de venir. Alors on me dira, oui, mais on prend un fauteuil roulant, on retrouve une mobilité. À part que si je n'ai pas de capacité de planification, mais que j'ai une motricité, comment j'organise ma liberté d'aller et de venir en n'ayant pas la capacité à planifier, par exemple, un trajet? Est-ce que, à ce moment-là, il est légitime de ma part de demander une aide humaine pour que je puisse aller et venir dans la cité quand j'ai envie d'aller, par exemple, me promener dans la cité? Est-ce que c'est justifié? Ou est-ce qu'on va me dire finalement, écoutez, oui, vous allez peut-être vous perdre, mais c'est pas grave, vous appellerez quelqu'un, vous vous débrouillerez, vous demanderez à quelqu'un de vous aider pour retrouver votre chemin? Eh bien, en réalité, vous voyez qu'on peut très bien, très vite, passer de droits très abstraits, très philosophiques à des situations très concrètes, et on voit bien que l'applicabilité de la Convention aujourd'hui génère une réflexion et qui est fondamentale, parce qu'on se permet parfois, par commodité d'esprit, je dirais peut-être de manière un peu vulgaire, de considérer que certaines personnes, doivent se passer de certaines libertés ou de certains droits fondamentaux, parce qu'elles n'ont pas l'obligation d'exercer ces libertés, et qu'on est encore resté, sans s'en rendre compte, dans une logique de droit élémentaire, d'actes élémentaires de la vie quotidienne. Autrement dit, si on admet que la tierce personne est indispensable pour l'aide à la toilette et pour l'aide à se nourrir ou pour l'aide à se vêtir, on a beaucoup de mal à admettre que finalement, c'est tout à fait normal et c'est même un droit d'avoir de la tierce personne pour aller et venir simplement pour circuler, alors que c'est un droit et c'est consacré par la loi et c'est un droit aussi fondamental que le fait de pouvoir avoir un droit à être assisté pour les actes élémentaires. Pire que ça, dans la Convention, il est indiqué qu'on entend par discrimination fondée sur le handicap toute restriction d'accès aux libertés et aux droits fondamentaux, lorsque cette restriction est induite par un refus d'aménagement raisonnable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que ne pas permettre à une personne en situation de handicap un accès à ses libertés et à ses droits fondamentaux qui sont consacrés par la Convention, d'une certaine manière, c'est faire un acte de discrimination au détriment de cette personne, puisque cette personne, on considère qu'elle n'a pas accès aux mêmes libertés que les autres. Vous voyez que la Convention va très loin dans la philosophie de la compensation,
Et donc, ça amène forcément une réflexion qui est très profonde et une révolution qui, sur le plan culturel, certainement va mettre des années. Alors, une fois qu'on a affirmé tous ces principes, ces beaux principes, la réparation intégrale, la Convention internationale du 30 mars 2007, les droits fondamentaux, les libertés individuelles, il va bien falloir atterrir. Donc, l'atterrissage, évidemment, va être douloureux, puisque on va en arriver à quelle est la pratique et quels sont les outils. La première chose, pour être reconnu, on l'a dit, une fois qu'on a posé les grands principes, c'est de voir un évaluateur, c'est souvent un médecin, qui va dire, oui, monsieur, madame, vous souffrez de telles difficultés, et donc je les reconnais ou je ne les reconnais pas. Alors, quels doivent être les critères, à mon sens, bien entendu, pour que cette évaluation se passe le mieux possible. Et le premier gage, en fait, de maintien et de défense des droits de la personne, c'est cette évaluation. Tout d'abord, c'est l'indépendance de l'évaluateur. Moi, je pense que, quand même, c'est la première chose. Et je pense qu'il faut qu'on se pose la question, très sincèrement, en toute transparence, de l'indépendance économique de cet évaluateur. Jean Ruche a évoqué cette problématique tout à l'heure. Je crois que c'est une problématique sérieuse. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'expertise amiable doit être condamnée? Je ne le pense pas. Je pense simplement que des médecins qui peuvent, ou des évaluateurs qui peuvent se retrouver en situation de dépendance aujourd'hui, il faut organiser le système de telle manière qu'ils ne soient plus en situation de dépendance, ni en ce qui concerne le mode de désignation, ni en ce qui concerne le mode de financement. On pourrait très bien envisager un fonds de péréquation, un fonds de garantie qui recevrait des cotisations, qui serait peut-être alimenté par même ceux qui payent aujourd'hui directement, et c'est ce fonds-là qui paierait des médecins qui ne seraient pas désignés par la compagnie concernée, par exemple. Et ils resteraient médecins amiables et médecins, entre guillemets, d'assurance. Mais leur mode de désignation leur mandatement serait un mode qui ne dépendrait pas, en fait, de celui pour qui ils interviennent. Et donc, je crois que ça leur garantirait aussi une sorte de sérénité par rapport aux attaques qu'ils peuvent recevoir parfois, et une sorte de paix qui serait positive. Et ça aussi, certainement, les crédibiliserait. Le second problème dans cette indépendance de l'évaluateur, bien entendu, c'est le terme utilisé, le mot expert. Il faudra vérifier, bien entendu, que lorsque l'on est missionné, on est véritablement un évaluateur expert ou on est un simple évaluateur mandaté par une partie au procès, par exemple, ou une partie au futur procès, ou une partie au contrat. Et donc, à ce moment-là, on n'est peut-être pas tout à fait un expert. Le deuxième point, bien entendu, de la qualité de l'évaluation, c'est la compétence de l'expert. Alors là, il y a vous savez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le schéma classique, le médecin qui commence par dire, de toute façon, une expertise, ça commence toujours par les doléances, je vais vous interroger sur les doléances, et il pose cette question à une personne qui est anosognosique. Bien entendu, ce n'est pas cohérent. Le médecin généraliste, parfois, missionné pour des évaluations de nature plutôt neurologique, ou le médecin organiciste, que j'appelle organiciste. On a parfois des neurochirurgiens, on se dit c'est extraordinaire, ce neurochirurgien va faire une expertise qui sera merveilleuse. Malheureusement, un neurochirurgien, quand une personne survit, est heureux que la personne ait survécu. Il estime que l'opération a été extrêmement performante, ce qui est sans doute vrai, mais il est moins sensible que, par exemple, un médecin de médecine physique et de rééducation au handicap. Donc il n'aura pas forcément la même conception de la difficulté au quotidien. Et puis, parfois, le médecin qui ignore qu'il y a nécessité de désigner un sapiteur et qui veut garder la maîtrise totale de l'expertise, c'est parfois aussi un problème. Enfin, celui qui ne connaît pas le principe du contradictoire, je croyais que ça n'existait plus. Hier encore, j'avais une conversation avec un médecin qui me disait qu'il avait convoqué en lettres simples, qu'il n'avait pas convoqué la partie adverse et qu'il voulait continuer le processus expertal. J'ai été obligé de défendre la compagnie d'assurance en disant que cette compagnie devait être présente aux opérations d'expertise et que donc son expertise ne pouvait pas se poursuivre. Il m'a dit alors que j'étais bien procédurier et que je risquais en fait de le décourager de rester expert. Vous voyez, on avait une conversation quand même qui était assez étrange. Mais enfin, je lui ai expliqué que je cherchais au contraire à faciliter le processus et à ne pas le fragiliser. Et enfin, les méthodologies utilisées. Et là, quand on parle de compétences, c'est important. Par exemple, le bilan neuropsy. On a tous un peu tendance à faire confiance de manière aveugle au bilan neuropsy. On sait maintenant que certains bilans neuropsy perdent de la sensibilité à long terme et que donc il faut avoir peut-être une interrogation sur ces bilans neuropsy. Il faut revoir les bilans neuropsy qu'on fait à plus de 3 ans parce qu'ils n'ont pas forcément du tout même la même sensibilité que lorsqu'ils sont faits à moyen terme
Pareil pour les évaluations ergothérapiques situationnelles, eh bien il faut, comme on disait tout à l'heure, on peut avoir le réflexe de faire l'évaluation ergothérapique dans une situation qui est rituellement vécue tous les jours par la personne. Oui, mais peut-être que la personne ne va plus justement à l'autre supermarché où elle allait parfois avant de manière un peu hasardeuse, parce que justement elle sait qu'elle a des limites. Est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps la tester sur des situations qui ne sont pas ritueliques pour voir quelles sont ses limites justement en situation. Et puis ensuite, quelle imagerie? Je crois que là, on a eu encore des exemples ce matin sur la façon d'utiliser l'imagerie, qui n'est pas d'ailleurs toujours la réponse absolue. On peut bien entendu utiliser du T2 étoile, on peut utiliser de l'imagerie fonctionnelle, on peut utiliser aussi de l'IRM de tracking de fibres. Ce n'est pas toujours les mêmes résultats. Le professeur Azovi a expliqué ce matin que pour cette dernière IRM, on n'avait pas encore de consensus absolu, bien que tout le monde voit bien qu'elle est très productrice d'images et que donc on ne peut que se poser des questions sur le fait que ces images existent et que donc elles nous interpellent. Simplement, pour vous faire sourire, une décision de justice de la Cour du Colorado, donc ça se passe aux États-Unis, c'est en 2010, qui dit que finalement, l'IRM 3 Tesla fait pas de problème et que la juridiction décide aux États-Unis de la valider. Il rappelle simplement que la Cour a également noté qu'il y avait eu au moins 3393 articles sur cette modalité d'imagerie et que donc peut-être il faudrait quand même à un moment donné admettre que cette imagerie peut être retenue. Vous voyez que parfois nous sommes un peu difficiles en France à changer de culture. Donc à quand une audition publique, une conférence de consensus sur l'IRM de tracking de fibres? Je crois que ça serait quand même intéressant. Voilà. Ensuite, le problème de la mission qui est censée définir ce qui va être évalué, et ça c'est important aussi, la mission, on en a parlé, la mission vieux. Qu'évalue-t-on? Une lésion affectant un corps, une IRM, mais est-ce qu'on évalue des images? Non, on n'évalue pas des images, on évalue du handicap. Donc parfois, il y a de grands écarts entre ce qu'objective l'imagerie, même de dernière génération, et le handicap vécu. Eh bien, il faut être attentif toujours, je crois, aux besoins de la personne et il faut être centré sur cette personne. La tentative barémique, qui est évidemment une tentative généralisée en ce moment, on sait que certains présidents de cours d'appel essayent, à partir de Bordeaux, d'Agen, etc., de généraliser des barèmes sur toute la France pour détruire en réalité, au final, c'est ce qui se passera, je crois, il faut être lucide, détruire tout le pouvoir créateur de la jurisprudence. Évidemment, je crois que les victimes se battront sur ces tentatives de barémisation qui seront destructrices de la créativité jurisprudentielle, alors que c'est cette créativité jurisprudentielle qui a permis de s'approcher le plus possible des besoins des victimes depuis 50 ans. Donc nous ne sommes pas effectivement pour ces tentatives barémiques, avec de fausses idées d'égalité, parce que chaque dossier est unique et on n'indemnise pas une personne comme on indemnise la perte d'un objet, c'est évident. Alors, dans la mission, on évalue bien entendu un handicap, on vous a parlé de l'article 114, on vous a parlé de la classification internationale du fonctionnement et du handicap, et des missions spécifiques, dont la mission enfant, parce qu'il y a une mission vieux classique adulte, et puis il y a une mission enfant qui a été mise au point grâce à France Traumatisme Crânien et à Anne Laurent-Vanier et à Elisabeth Vieux. Je crois qu'il faut saluer ce travail parce qu'il est important aussi que pour ce qui concerne les enfants, eh bien, on ait quelque chose de spécifique. En ce qui concerne les méthodologies d'évaluation, bien entendu, elles sont étroitement liées au champ d'évaluation et donc il faut être très attentif sur quel plan on se place. On sait que les barèmes sont totalement inadaptés puisque ça a été rappelé déjà ce matin, un TC sévère dans le barème du concours médical, c'est entre 30 et 60%, dit le barème. Et donc on a véritablement besoin, là encore, je le répète, mais on ne le répétera jamais assez, de la méthodologie situationnelle, pas écologique, je fais attention à ce que je dis, mais la méthodologie situationnelle, parce que on voit bien qu'il faut passer de la case de gauche à la case de droite, c'est-à-dire du corps aux participations, et ce travail-là est difficile, puisque on passe d'une tâche théorique à une situation qui est une situation concrète, et donc de la situation de capacité, bien entendu, à la situation de performance, de ce que je peux faire à ce que je fais vraiment. Et ce passage-là, ce passage expertal-là, cette philosophie expertale-là, on a beaucoup de mal aujourd'hui à la faire admettre. Moi, dans tous les dossiers que je plaide, sur toute la France, j'ai toujours systématiquement des assureurs dans tous les dossiers qui s'opposent dans 90% des dossiers ou 95% à la désignation d'ergothérapeute, qui de toute façon, lorsque l'expertise médicale est enclenchée, s'opposent à ce que le médecin expert prenne un avis sapitaire ergothérapique.
et qui disent qu'ensuite qu'ils sont des accompagnants. Eh bien, moi, des accompagnants qui s'opposent à des expertises ergothérapiques, je trouve ça difficile à comprendre, parce que si on est un accompagnant, eh bien, on ne s'oppose pas à une expertise ergothérapique, au contraire, on la demande en tant que payeur pour être justement au plus près des blessés et faire en sorte que les évaluations soient les plus exactes possibles. Donc, le jour où les payeurs accepteront spontanément et inciteront même les assurés ou les victimes à faire des évaluations ergothérapiques situationnelles, eh bien, je leur dirai peut-être que maintenant, je peux penser que vous êtes devenu un accompagnant. Alors ensuite, dans quel lieu évalue-t-on? Eh bien, ça peut être dans un cabinet médical, dans un domicile, dans un lieu de vie réel, eh bien, ou dans un environnement en mouvement. Moi, je pense que, bien entendu, l'évaluation ne peut être qu'à un moment donné, qu'il y a 2 temps pour l'évaluation. Ça a été très bien expliqué ce matin. Les médecins aujourd'hui sont surchargés, débordés par leur charge de travail habituelle, mais parce qu'on leur retire des moyens, parce qu'en plus, on est en train de leur mettre un système comme la T2A sur le dos, qui est un système assez aberrant, qui va entraîner d'ailleurs le fait que les victimes sortent de plus en plus tôt des hôpitaux parce que, il y aura des contraintes de gestion de plus en plus fortes. Donc je pense que là, véritablement, on ne peut pas concevoir qu'un médecin aille faire une expertise à domicile et que donc, déjà, il faut les aider dans leur processus et dans leur expertise, mais aussi il faut permettre aux ergothérapeutes de venir compléter tout le champ de la vie situationnelle, de la vie réelle, par leur savoir. Quand et comment évalue-t-on? Je crois aussi que là, il y a des interrogations, en particulier sur le choix de la date de consolidation. On sait que pour les enfants, il ne faut pas les consolider, qu'il faut attendre l'âge adulte, mais aussi on sait qu'il faut évaluer par rapport à un état antérieur et pas par rapport à une personnalité type. Combien de fois des personnes qui ont de grandes réserves cognitives, en fait, eh bien après un accident, on leur dit finalement vous n'allez pas si mal, parce qu'elles sont encore performantes sur le plan cognitif. J'ai l'exemple d'enfants qui, à l'âge de 10 ans, eh bien, avant ils avaient 18, 19 de moyenne, aujourd'hui ils ont 10, 11 de moyenne et ils s'épuisent tous les soirs à travailler 3 à 4 heures par soir avec l'aide de leurs parents, après un traumatisme crânien. Et à l'expertise, l'expert dit, mais attendez aux parents, finalement, pourquoi vous plaignez-vous? Il y a la moitié de la classe qui a des notes inférieures à votre enfant, et disant finalement, peut-être que c'est les parents qui doivent être pris en charge sur le plan psychothérapique. Je lui ai dit à cet expert d'ailleurs, on va le vérifier, on va faire une expertise ergothérapique situationnelle et peut-être que ça guérira les parents. J'avais pensé peut-être que ça le guérirait lui de son incompétence. En réalité, ce sont des situations de vie quotidienne et donc il faut véritablement s'inquiéter sur ces modalités du choix expertal avec un point très important. La loi de 2005 était une loi très positive parce qu'elle parlait du projet de vie de la personne, parce qu'elle était centrée sur les choix de la personne. Eh bien, on s'est rendu compte que, aujourd'hui, depuis 1 an à peu près, on a des rapports d'expertise qui, curieusement, disent oui, la personne est consolidable, elle a un taux de déficit fonctionnel permanent, mais finalement, comme sur le plan situationnel, son projet de vie n'est pas tout à fait arrêté, nous ne la consolidons pas situationnellement. Et du coup, la procédure d'indemnisation est totalement arrêtée et ça permet de paralyser, en fait, le droit des victimes d'être indemnisées totalement. Autrement dit, le projet de vie a été d'abord instrumentalisé et je dirais même perverti et utilisé maintenant stratégiquement dans les procédures d'indemnisation pour retarder l'indemnisation des victimes. C'est une utilisation, à mon sens, totalement scandaleuse, totalement attentatoire aux droits des personnes du concept de projet de vie qui était fait dans la loi de 2005, au contraire, pour aider les personnes et pour que soient mis en place des systèmes de compensation adaptés à travers la prestation de compensation. Donc moi, je tiens simplement à lancer aujourd'hui un avertissement solennel. Je crois qu'à l'UNAFTC et toutes les AFTC vont se battre pour que ces stratégies qui sont extrêmement perverses ne perdurent pas. Et moi, en tout cas, je serai très attentif aux payeurs qui s'amusent à ce genre de jeu et aux experts aussi qui s'amusent à jouer avec la vie des victimes alors qu'on est souvent à plus 4, plus 5 ans de l'accident et qu'on dit à la victime non, mais persévérez un peu dans votre projet, vous verrez que vous y arriverez, vous n'êtes pas assez volontaire et on parle de gens qui sont traumatisés crâniens et qui sont à des taux de plus de 50%. Donc je crois que là, nous serons très attentifs, très vigilants et je crois qu'on fera aussi de la médiatisation sur les dossiers où on s'aperçoit de ce genre de comportement. Ensuite, on peut dire aussi que l'évaluation n'est jamais définitive car il y a toujours, bien entendu, le problème, et on en a parlé, de l'aggravation situationnelle qui existe malheureusement. Pendant tout un temps, la jurisprudence avait considéré que l'aggravation situationnelle, c'était l'événement nouveau. Je prends l'exemple classique de la maman qui a eu un traumatisme crânien et qui met au monde un enfant et qui n'a pas tout à fait les capacités de s'occuper totalement de cet enfant compte tenu de son handicap. L'événement, la naissance de l'enfant, est une aggravation sociologique
mais n'est pas une aggravation physiologique. On s'était demandé si l'aggravation du coût de l'aide humaine à distance, à plus 20 ans, sur des gens qui avaient été indemnisés 20 ans plus tôt, était une aggravation sociologique. Et évidemment, les payeurs disaient « mais pas du tout, sinon vous allez réouvrir tous les dossiers, l'aggravation du coût de l'aide humaine n'est pas une aggravation sociologique ». Eh bien, j'ai commencé à avoir plusieurs décisions déjà qui reconnaissent que l'aggravation du coût de l'aide humaine est une aggravation sociologique, alors que le besoin en aide humaine est resté inchangé, c'est-à-dire je parle de quelqu'un qui avait besoin de 24 heures sur 24 il y a 20 ans, qui a donc pas d'aggravation en termes de quantité d'heures d'aide humaine à aujourd'hui, mais qui en revanche connaît une aggravation du coût économique très très importante. Et je crois que ça c'est quelque chose qui est important parce qu'on ne le dit pas toujours, l'aggravation sociologique aujourd'hui, il y a deux notions, et cette seconde notion est évidemment, je pense, intéressante pour les victimes. Enfin, dernier terme de cet exposé, c'est la jurisprudence. Je voudrais vous dire vraiment et insister sur le fait que la jurisprudence est créatrice de droit et que on peut pas nier cela. Je vous cite juste, par exemple, cet arrêt de la Cour d'appel d'Angers, qui est un arrêt du 1er février 2011. Vous voyez qu'on parle du besoin en tierce personne. Et dans cet arrêt, on dit ceci. Si la détermination repose sur une appréciation médicale de l'état général de la victime et de la nature de l'aide nécessaire, l'évaluation, et notamment la question de la durée du besoin en tierce personne, se fonde sur une liste d'activités précises qui peuvent être débattues en dehors de toute expertise médicale. J'ai pris cet arrêt pourquoi ? Pour vous dire que ce n'est pas du tout mépriser l'expertise médicale que de dire ça. C'est dire qu'une fois que l'expertise médicale a reconnu le besoin médical de l'aide humaine, eh bien, le champ de l'évaluation de celle-ci, eh bien, on peut concevoir, au vu de cet arrêt de cour d'appel, que les ergots ne sont pas les plus mal placés pour faire des évaluations situationnelles de l'aide humaine. Un arrêt, à mon avis, que je vais diffuser, en fait, à tous les ergots de France et de Navarre. Ça me fera plaisir. Alors, ensuite, en termes d'enjeux, la jurisprudence aussi est créatrice de droit, en ce sens que la dignité a valeur, par exemple, constitutionnelle, nous dit le Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, je parlais de dignité, je parlais des droits fondamentaux, je vous disais que la dignité, c'était le concept d'unicité. Eh bien, vous voyez que le Conseil constitutionnel nous dit que c'est fait partie des droits qui ont valeur constitutionnelle. Le Conseil d'État, lui, dit que le droit à la dignité, c'est une composante de l'ordre public. Pour une fois que l'ordre public est une valeur positive, en ce sens qu'il concerne les droits fondamentaux, les droits individuels, plutôt que d'être une sorte d'ordre public toujours un peu, je dirais, orienté de manière un peu policière, et bien cette fois-ci, on voit que l'ordre public, dit le Conseil d'État, peut concerner les droits de l'individu. Et je crois que ça, c'est aussi très très satisfaisant. Ensuite, une cassation, un arrêt de cassation du 22 octobre 2009 qui dit, par exemple, que l'aggravation du coût est en soi une aggravation. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est quand même intéressant de le souligner que la Cour de cassation, que ce dossier ait pu monter jusqu'à la Cour de cassation, et que la Cour de cassation le dise très banalement. L'aggravation du coût est une aggravation. Aussi, et ça a été rappelé tout à l'heure, un arrêt du Conseil constitutionnel qui dit le 18 juin 2010 qu'en réalité, la loi viole la Constitution et qui décide en fait que cette loi qui viole la Constitution parce qu'elle dit que quelqu'un qui a chuté d'un échafaudage alors que son employeur n'avait pas mis les procédures de sécurité en place, c'est donc une faute inexcusable, eh bien il a droit à indemnisation de tous ses postes de préjudice et pas de certains postes seulement. Il a fallu que ce soit le Conseil constitutionnel qui le dise. La date est facile à retenir puisque c'était le 18 juin 2010. La Cour de cassation qui dit aussi qu'il ne faut pas confondre prédisposition et état antérieur et que ce n'est pas parce qu'on a une prédisposition, une fragilité psychologique, que pour autant on va avoir son droit à indemnisation diminué lorsque l'on a un traumatisme crânien. Je pense par exemple à ceux dont on dit qu'ils avaient une personnalité histrionique avant, et puis bien il y a eu ce qu'on qualifie après d'une décompensation. Eh bien, si la décompensation est imputable à l'accident, il n'y a pas de raison que l'intégralité ne soit pas indemnisée. Une théorie aussi que la Cour de cassation a mise au point depuis longtemps et qu'elle a renouvelée dans un arrêt du 15 avril 2010, et ça c'est une théorie très importante, c'est la théorie de l'objectivation du dommage. On ne répond pas en termes d'indemnisation à la satisfaction des besoins réels de la victime. C'est-à-dire que si la famille est tierce personne, eh bien on doit indemniser quand même les besoins de la victime, c'est-à-dire le coût réel d'une tierce personne, le coût d'un service prestataire
ou d'un mandataire éventuellement, mais nous on demande des prestataires, et non pas dire ah ben comme c'est votre famille qui est tierce personne, eh bien vous avez droit à 0. Donc vous voyez que ça c'est très important, et c'est consacré aussi par la Cour de cassation, puisque alors ça voudrait dire que puisque le payeur n'a pas donné au blessé et à sa famille les moyens de payer une tierce personne, il pourrait dire mais attendez, voyez, la famille est tierce personne, donc on n'indemnise pas. Donc la théorie de l'objectivation du dommage est une théorie aussi très importante. Ensuite, on a découvert aussi, à travers la création jurisprudentielle, que la causalité juridique était différente de la causalité scientifique. Ça aussi, c'est important. On a des dossiers où, alors que la causalité scientifique n'est pas reconnue par l'expertise elle-même, eh bien, les juristes ont une autre conception de la causalité. Ça ne veut pas dire que les uns ou les autres ont raison, mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes systèmes de pensée et qu'il est intéressant de le savoir parce que ça donne de la marge parfois lorsque l'on plaide. Une autre création jurisprudentielle, c'est que le juge des référés, qui est le juge de l'incontestable, peut accorder des avances sur indemnisation qui soient très importantes. Souvent, les juges des référés sont très timorés. Eh bien, la Cour de cassation dit depuis longtemps que le juge des référés peut accorder des provisions qui sont équivalentes à ce qui est dû, dès lors que ce qui est dû n'est pas contestable. Avoir 700 000 € de provision en référé, ça peut être possible si ces 700 000 € ne sont pas contestables. Un juge des référés, ce n'est pas seulement celui qui donne que 10 000 € de provision. Application par une cour d'appel qui le dit, hein, il est compétent pour allouer une provision dans la limite du montant de la dette qui ne paraît pas contestable. Et puis, une notion d'implication qui évolue aussi, c'est-à-dire qu'on a tendance à rendre facile l'implication d'un véhicule. Là, c'était par exemple un policier qui poursuivait avec son véhicule un autre véhicule. Ce véhicule disparaît, il y a un accident, on a considéré que le véhicule qui avait fui était impliqué. Aussi, une notion d'autorité de la chose jugée qui n'empêche pas de faire une nouvelle action sur un préjudice qui était inconnu au moment de la demande initiale. Il y a tendance parfois par les payeurs à dire « Attendez, votre procès il a été jugé, vous avez eu tout le temps d'exposer tous vos préjudices, ne venez pas maintenant réouvrir un procès, l'autorité de la chose jugée s'y oppose. » Ben non, si ce préjudice n'avait pas été demandé à l'époque ou qu'il était inconnu, on peut le demander. Enfin, une réflexion par rapport à la jurisprudence actuelle qui vous a été exposée tout à l'heure, vous savez, sur le recours subrogatoire et les rentes tâtées, où finalement, petit à petit, en 2009, la Cour de cassation a rendu une série d'arrêts, de décisions, qui est complètement régressive et qui porte atteinte, y compris au déficit fonctionnel permanent, puisque désormais, les caisses peuvent payer leurs rentes sur le DFP et donc, en fait, dérober concrètement une partie de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, quand même, qui est un préjudice extra-patrimonial aux victimes. Eh bien, il faut savoir quand même que Pierre Sargos, qui est l'ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, a publié il y a à peu près 2 mois à la Gazette du Palais un article de 4 pages où il fustige la position de la Cour de cassation actuellement et où il explique que cette position est complètement contraire à la loi, contraire à l'esprit des textes et que cette position doit être revue. Autrement dit, il y a une grande liberté de ton et ce n'est pas parce que la Cour de cassation affirme une position qu'elle est vérité, puisque d'ailleurs la Cour de cassation n'arrête pas de faire des revirements de jurisprudence. C'est bien la preuve qu'elle-même ne se considère pas comme détentrice d'une vérité. Enfin, en conclusion, dans les enjeux, toujours, il y a l'apport de l'avocat. Eh bien, l'avocat, il a une charge qui est la sienne, qui est celle qu'il a acceptée de par son métier. C'est pas l'avocat d'il y a 20 ans, c'est sûr, qui recevait de manière un peu hautaine ses clients dans un cabinet et qui leur faisait une leçon de droit. Je crois que l'avocat aujourd'hui, c'est au contraire, premièrement, celui qui écoute et ça a été excellemment dit par un de mes confrères tout à l'heure. Je crois que c'est celui qui écoute, mais d'abord aussi qui est un coordonnateur de réseau de compétences, parce qu'il n'a pas toutes les compétences, et ça c'est important. C'est aussi celui qui est capable de percevoir un besoin non exprimé au départ, parce que souvent, il faut arriver à analyser les besoins, mais aussi faire exprimer des besoins qui ont été omis ou oubliés ou non exprimés. Et puis, bien choisir le calendrier des actions, ça c'est parfois compliqué. Être pragmatique, je crois, parce que parfois, souvent d'ailleurs, on se rend compte que au départ, toute solution transactionnelle est impossible, les points de vue sont trop écartés entre les payeurs et les victimes, et puis après, quand les procédures s'enclenchent, parfois, moi je dis toujours qu'il faut être très pragmatique, parfois les payeurs reviennent à d'autres attitudes. Je crois qu'il y a souvent aussi une prise de conscience réciproque, chacun est dans son rôle, après chacun doit aussi peut-être être de bonne foi et je crois que c'est l'essentiel parce que quand les gens sont de bonne foi, il y a toujours un dialogue possible. Ensuite, être celui qui choisit aussi
dans le cadre du calendrier, le temps de la négociation et le temps judiciaire, c'est ce que je viens d'expliquer. Être celui aussi qui connaît les limites du cadre législatif. Je crois que c'est important. Il y a parfois un cadre législatif qui donne de la marge, parfois pas. Et puis aussi être celui qui est capable de faire évoluer la jurisprudence. Ce n'est pas parce que la Cour de cassation depuis 10 ans dit quelque chose que l'on doit forcément s'y plier, parce que la Cour de cassation change régulièrement de jurisprudence sur certains points. Et donc inciter la jurisprudence à être créative. Et puis, ce que rappelait Jean Ruche aussi, souvent les familles sont en difficulté parce que la personne blessée est rentrée à domicile, que le besoin en aide humaine n'est pas financé, qu'il est argumenté, qu'il est discuté. Et donc là, s'intéresser à la situation économique de la famille. Mais là aussi, il nous faut l'aide des magistrats. Parce que tant que les magistrats ne prendront pas totalement conscience, certains d'entre eux ont pris conscience, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas pris conscience des besoins des victimes et des familles au moment du retour à domicile, eh bien, ce sera une catastrophe pour les blessés et leurs familles, et puis ça les mettra en situation de fragilité. Alors enfin, la victime, moi je trouve qu'elle a souvent l'impression de s'épuiser, parce que d'abord le processus de réparation est très long, et que les payeurs, souvent, ont compris que, finalement, de demander à la victime de se justifier de plus en plus, un peu de manière inflationniste, c'est aussi une manière, peut-être, parfois, un peu de tester son endurance. Alors, moi, je comprends qu'il soit tout à fait légitime de documenter un dossier, de devoir le documenter, de prouver ce qu'on avance. Mais parfois, moi, j'ai l'impression que on demande 15 pièces, 50 pièces, 70 pièces, et puis quand on les a, on dit, attendez, ah oui, mais il y a peut-être 18 pièces de plus qu'il me faudrait, alors on les reçoit, et puis on dit, non, mais il y en aurait 35 qu'il me faudrait en plus. Et comme ça, on épuise suffisamment les victimes pour qu'elles cèdent à un moment donné. Je crois que ces stratégies-là sont à bannir, et qu'il faut être capable d'avoir un dialogue loyal avec les victimes. Ensuite, je pense qu'il y a un temps qu'elle doit attendre qui est disproportionné, et là, il y a une solution. C'est bien entendu la procédure de référé. Il faut être capable de lancer des référés, parfois des jours fixes aussi, mais en tout cas des référés. Et puis un désarroi psychologique qu'elle doit assumer, elle et sa famille, avec une difficulté supplémentaire qui est qu'avec cette situation de handicap, elle doit en plus se battre pour avoir un droit à indemnisation. Et enfin, des méthodologies d'évaluation qui sont souvent ignorantes d'une réalité qu'elle vit au quotidien. Et je crois que c'est pour ça que, pour ma part, et je milite énormément pour les évaluations ergothérapiques situationnelles, parce que l'expertise dans un bureau ne peut pas rendre compte des difficultés que l'on vit chez soi au quotidien, ou que l'on vit lorsque l'on doit partir dans la rue. J'avais l'exemple d'un monsieur qui était censé être tout à fait autonome à son domicile, et à peine on le lâchait dans la rue, y compris pour aller chercher les croissants le matin, et bien il traversait sur le passage clouté sans regarder ni à droite ni à gauche. Donc évidemment, on ne pouvait même pas le laisser aller acheter son pain le matin, mais il disait, lui, comme il était bien nosognosique, qu'il pouvait le faire et qu'il n'y avait pas de difficulté. Et donc, il avait fallu une évaluation ergothérapique situationnelle pour rendre compte de ces difficultés au quotidien. Finalement, le principal enjeu de la réparation du préjudice corporel, c'est de replacer la victime et sa famille au centre du processus. Et donc de s'intéresser véritablement à ses besoins, de les individualiser, de reconnaître son unicité, ce qui n'est qu'une simple application du concept de dignité, et d'utiliser donc les bonnes méthodologies qui rendent compte de la réalité vécue des victimes. Voilà ce que j'avais à exposer pour ce soir.